Les États-Unis ont pris le contrôle du Venezuela. 26 jours plus tard, voici ce qui s'est passé avec son pétrole. Le 3 janvier 2026, les États-Unis sont entrés à Caracas. Plus de 150 avions et hélicoptères ont participé, selon le Pentagone, à une opération qui s'est terminée par l'arrestation de Nicolás Maduro et de sa femme, qui ont ensuite été transférés à New York. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de Maduro. Je veux que vous regardiez ce qui s'est exactement passé après que Maduro ait déjà été transféré aux États-Unis. Parce que seulement 6 jours plus tard, Donald Trump a signé un décret clé concernant l'argent du pétrole vénézuélien. Et seulement 26 jours plus tard, le Venezuela a presque complètement changé les règles de son industrie pétrolière. Les entreprises privées pouvaient à nouveau contrôler les gisements. Les contrats étaient désormais soumis au droit américain. Les paiements devaient passer par des comptes désignés par Washington. Et la Russie, la Chine, l'Iran et Cuba étaient exclus de cette équation. Tout cela, en plus, a été et reste encore consigné par écrit. Il n'est pas nécessaire de croire à une quelconque théorie du complot, il suffit simplement de mettre tous ces documents en ordre, ce que nous allons faire tout de suite. Et quand tu le fais, une question assez simple, mais aussi assez gênante, apparaît. Qui contrôle réellement aujourd'hui le pétrole au Venezuela ? Et avant de continuer, je vous rappelle que ces enquêtes approfondies sur l'Amérique latine sont réalisées avec le média Vigilancia Ciudadana. Vous pouvez les suivre sur X et ainsi rester au courant de toute l'actualité la plus récente de la région. Revenons au 3 janvier. L'opération américaine s'appelait Absolute Resolve ou, en traduction, Résolution absolue. Nicolás Maduro et Cilia Flores ont été sortis du pays, enlevés du pays, transférés d'abord à Hiroshima, puis ensuite à New York, où des accusations de narcoterrorisme ont été portées contre eux. Mais c'est précisément ici que commence la partie vraiment intéressante, car seulement 2 jours plus tard, le 5 janvier, Delcy Rodriguez a pris ses fonctions en tant que présidente par intérim. Il n'y a pas eu d'élection, elle était la vice-présidente de Nicolás Maduro, elle avait été ministre du pétrole, elle était l'une des figures centrales du PSU, et, en plus, comme si tout cela ne suffisait pas, elle était sanctionnée par les États-Unis depuis des années. Oui, Washington en fait l'avait accusée de faire partie d'une structure qui détruisait la démocratie vénézuélienne et s'enrichissait aux dépens du peuple vénézuélien, c'est-à-dire des Vénézuéliens ordinaires. Mais maintenant, il y avait un problème. C'était précisément elle qui allait signer les documents qui allaient transformer le système pétrolier vénézuélien et, alors, il s'est produit quelque chose d'absolument extraordinaire. Quelques mois plus tard, le 1er avril, les États-Unis ont alors, pouf, comme par magie, ont levé les sanctions contre la même administration vénézuélienne, mais cette fois dans une situation complètement différente. Parce que maintenant, Delcy Rodriguez était en train de signer les documents dont Washington avait tant besoin. Le 9 janvier, seulement 6 jours se sont écoulés depuis la capture de Nicolás Maduro. Donald Trump signe le décret exécutif 14 373. Et regardez le titre. Préserver les revenus provenant du pétrole vénézuélien au profit des peuples américains et vénézuéliens. Cela semble assez raisonnable, mais voyons ce que cela signifie en pratique. Les revenus provenant des ressources naturelles vénézuéliennes sont transférés sur des comptes contrôlés par le Trésor américain. Ces fonds sont protégés contre les saisies, les réclamations judiciaires et aussi contre les créanciers. Et cela a en réalité une explication tout à fait raisonnable. Une explication réelle, si l'on veut, c'est qu'à ce moment-là, le Venezuela devait environ 170 000 millions de dollars à des créanciers étrangers. Si l'argent entrait simplement sur certains comptes vénézuéliens, il pouvait être saisi. Donc oui, Washington protégeait réellement ses revenus. Mais il y a une énorme différence entre protéger l'argent du Venezuela et décider de ce que le Venezuela peut ou ne peut pas faire avec son argent. Parce que cet ordre stipule que ces fonds sont placés sous la gestion du secrétaire au Trésor américain, coordonné avec le secrétaire d'État et le procureur général. Mais alors, quand est-ce que le Venezuela récupère exactement le contrôle de ses revenus ?
Et c'est précisément là où réside le problème, car le document ne le précise pas. Nous arrivons maintenant au 29 janvier. Souvenez-vous de cette date, car c'est précisément ce jour-là que deux choses se produisent simultanément. Tout d'abord, Delcy Rodriguez signe la réforme de la loi organique sur les hydrocarbures. Les entreprises privées obtiennent une marge de manœuvre bien plus grande pour gérer directement les gisements, vendre du pétrole, conserver les revenus, même lorsqu'elles participent aux côtés de l'entreprise publique PDVSA. Les litiges, au lieu d'être traités par les tribunaux vénézuéliens, seront transférés vers des arbitrages indépendants, mais ce même jour, le Trésor des États-Unis publie la licence générale numéro 46. Et c'est précisément ici que cette histoire cesse de ressembler simplement à une libéralisation économique, car des conditions apparaissent. Les contrats doivent être soumis au droit américain et les litiges peuvent se retrouver devant les tribunaux américains. Les paiements doivent être effectués sur les comptes indiqués par le Trésor américain et certaines opérations avec des entités russes, iraniennes, nord-coréennes, cubaines et chinoises sont exclues. Autrement dit, les États-Unis n'ont pas simplement levé les sanctions et dit que le Venezuela revient sur le marché mondial. Non, ils ont ouvert la porte, mais ils ont gardé la clé. D'accord, Liu. Et pourquoi exactement tant d'intérêt pour la question vénézuélienne ? Eh bien, tout simplement parce que nous parlons du pays qui possède les plus grandes réserves prouvées de pétrole de la planète. 303 milliards de barils, soit environ 17% de toutes les réserves mondiales, plus que l'Arabie saoudite. Cependant, il faut aussi déconstruire un mythe. Avoir du pétrole sous terre ne signifie pas qu'on peut l'extraire dès demain. En effet, le Venezuela produisait plus de 3 millions de barils par jour au début de l'année 2000. À la fin de l'année 2025, il était passé sous la barre du million. Les infrastructures sont détériorées, le pétrole vénézuélien est lourd et en plus coûteux à traiter. La reprise complète de l'industrie pourrait nécessiter des centaines de milliards de dollars et aussi des années d'investissement. Et c'est ici que réapparaissent deux noms bien connus, ExxonMobil d'un côté et ConocoPhillips de l'autre, des entreprises dont les projets ont été nationalisés à l'époque de Hugo Chavez. Elles ont poursuivi le Venezuela, ont gagné et Caracas leur doit encore des milliards. Pensez à ce paradoxe. Les anciens investisseurs et créanciers reviennent, surprises, à s'intéresser au Venezuela alors que les revenus pétroliers vénézuéliens passent par un système contrôlé depuis les États-Unis. Et c'est ici que nous arrivons à la partie qui explique probablement le mieux qui détient réellement le pouvoir. La question à 1 million de dollars, où est l'argent ? Où est l'argent ? Où ont été vendus environ 100 millions de barils de pétrole vénézuélien, pour un montant d'environ 8 milliards de dollars. La principale destination a été les États-Unis avec 43%. L'Inde a reçu environ 26%. L'Espagne autour de 8%. Mais ce qui est vraiment important, ce n'est pas où le pétrole finit physiquement, c'est où va l'argent. Les revenus passent par les comptes déterminés par les États-Unis. Les revenus passent, déterminés par les États-Unis, par un compte restreint au Qatar. Et le Venezuela doit présenter chaque mois ce qu'il a besoin de financer. Ensuite, certaines dépenses sont autorisées, comme les salaires des professeurs, des policiers, du personnel de santé. L'argent, donc, revient bien au Venezuela. C'est très important de le dire. Ne me parlons pas simplement du fait que les États-Unis prennent 8 milliards et disparaissent avec eux. La question est, en fait, bien plus intéressante. Le Venezuela reçoit son propre argent après qu'une autre puissance étrangère a autorisé précisément la manière dont il peut l'utiliser. Marco Rubio l'a expliqué de manière assez claire. La partie américaine détermine quelles dépenses peuvent être financées. Par conséquent, la question n'est plus seulement de savoir qui vend le pétrole. La question est de savoir qui a le dernier mot sur l'argent que produit ce pétrole. Et c'est précisément maintenant que, en plus de ce que nous savons ou croyons savoir, arrive ce que nous ne savons pas et que nous ne saurons probablement jamais, jamais de jamais. Parce que si tout ce système était complètement transparent, nous pourrions analyser exactement combien entre et combien sort. Mais la vérité, c'est que nous ne pouvons pas le faire. Parce qu'il se trouve que l'administration américaine a, disons, pris un certain retard en matière de transparence. Et elle n'a pas publié toutes ces données sur la quantité de pétrole vendu, combien d'argent a été récolté, ni exactement comment cet argent a été utilisé, ni comment il a été dépensé.
Nous ne connaissons pas tous les accords écrits. Avec les intermédiaires qui participent à ces ventes, nous ne connaissons pas les soldes complets des comptes et tous les calendriers d'audit n'ont pas non plus été clairement publiés. Et cela n'est pas seulement dénoncé par Caracas, Moscou ou Pékin. C'est ce qu'indique le Council of Foreign Relations des États-Unis lui-même. Et oui, bien sûr, l'opacité vénézuélienne n'a pas non plus commencé avec Washington. PDVSA ne publiait plus d'informations financières complètes depuis des années, mais c'est précisément pour cela que nous avons maintenant une situation extraordinaire. L'une des plus grandes réserves de pétrole de la planète est gérée par un mécanisme financier dont le fonctionnement complet n'est pas visible pour le public. Revenons au début. 3 janvier. Les États-Unis entrent à Caracas et emmènent Nicolás Maduro. 6 jours plus tard, un décret place les revenus pétroliers vénézuéliens sous un mécanisme contrôlé par le Trésor américain. 26 jours plus tard, le Venezuela réforme sa législation. Le même jour, Washington publie une licence qui établit le droit américain, des comptes déterminés par les États-Unis et des exclusions pour la Russie, la Chine, l'Iran, Cuba et la Corée du Nord. 3 mois plus tard, les États-Unis lèvent les sanctions contre Delcy Rodriguez, la dirigeante qui a signé la transformation. Vous pouvez appeler cela une stabilisation, vous pouvez appeler cela une tutelle, vous pouvez appeler cela une libéralisation, vous pouvez appeler cela un protectorat. Mais il y a quelque chose ici qui, tout simplement, ne dépend pas de notre opinion. Les documents existent bel et bien. Ils existent et soulèvent une question qui, pour moi, sincèrement, est bien plus importante que n'importe quel discours de Washington ou de Caracas. Si le pétrole est vénézuélien, s'il est extrait au Venezuela, s'il appartient officiellement au Venezuela, pourquoi diable le Venezuela a-t-il besoin de l'autorisation des États-Unis pour disposer de l'argent qu'il obtient en le vendant? Et maintenant, il y a une question encore plus importante. Quand ce système d'esclavage prendra-t-il fin exactement? Quand le Venezuela retrouvera-t-il le contrôle total de ses revenus pétroliers? J'ai cherché la réponse dans le décret, dans la licence, dans les conditions publiées, et elle n'apparaît pas. Donc peut-être que la meilleure façon de comprendre ce qui s'est réellement passé au Venezuela n'est pas d'écouter ce que les politiciens en disent. Peut-être qu'il suffit simplement de suivre 3 choses. Qui contrôle le pétrole? Qui contrôle l'argent et qui a la clé? Tu t'en rends compte?